L'Atlantide. Un nom qui résonne à travers les âges comme l'écho d'une musique perdue, une histoire inachevée. Plus qu'un simple mythe, c'est une obsession persistante, un chuchotement lointain qui suscite en nous une interrogation fondamentale sur ce qui fut et ce qui aurait pu être. Des cités d'orichalques brillant sous un soleil antédiluvien, une sagesse primordiale engloutie par la fureur des éléments. Mais si cette mélodie, loin d'être une simple berceuse pour esprits rêveurs, était la clé d'une partition bien plus vaste, une vérité fragmentée dont la reconstitution pourrait redéfinir notre compréhension du passé et potentiellement infléchir la trajectoire de notre avenir. Chers amis explorateurs, préparez-vous à un périple intellectuel et sensoriel, une odyssée à travers les âges, les disciplines et les paradigmes. Nous disséquerons le récit fondateur de Platon, non pas comme un dogme, mais comme un palimpseste. Quel secret se cache derrière les mots du philosophe? Son récit est-il le point final d'une tradition orale bien plus ancienne ou le point de départ d'une construction mythopoétique d'une ampleur insoupçonnée? Et nous oserons des connexions audacieuses, explorant des hypothèses qui transcendent les frontières conventionnelles de l'archéologie, de la géologie et même de notre compréhension admise des capacités des civilisations anciennes. Que se passe-t-il lorsque des découvertes récentes viennent contredire des modèles établis depuis des siècles? Ce que vous allez entendre et voir est conçu pour stimuler votre réflexion, pour ébranler peut-être certaines certitudes, mais surtout pour raviver la flamme de la curiosité. Embarquons donc ensemble pour cette exploration des 10 facettes les plus intrigantes et controversées du mythe de l'Atlante. L'Atlantide de Platon. Toute enquête sur l'Atlantide débute inévitablement avec Platon. C'est lui qui grave dans le marbre de ses dialogues le Critias et le Timée, le récit de cette île-continent. Il la situe au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar actuel, et la dépeint comme une thalassocratie d'une puissance et d'une sophistication inouïes. Une civilisation qui, après avoir dominé une vaste portion du monde connu, aurait tenté d'asservir Athènes avant de disparaître dans un cataclysme, environ 9600 ans avant son époque. Platon affirme tenir cette histoire de Critias le Jeune, qui la tenait lui-même de son arrière-grand-père, Dropides, un parent de Solon, le grand législateur athénien. Solon l'aurait apprise de prêtres égyptiens à Saïs, qui conservaient dans leurs archives le souvenir de cette guerre oubliée et de la catastrophe. Plus qu'une simple chronique, le récit se révèle être une profonde démonstration philosophique. L'Atlantide, initialement gouvernée par des rois semi-divins et respectueux des lois, sombre dans la corruption, l'arrogance, l'ubris et une soif de conquête démesurée. Sa destruction par les dieux ou les forces naturelles sert alors de miroir à Athènes, l'exhortant à ne pas succomber au même travers impérialiste. La richesse des détails descriptifs est stupéfiante. La topographie de la capitale, avec ses canaux concentriques et ses 3 remparts, un de bronze, un d'étain, un d'orichalque, le temple de Poséidon, l'organisation sociale en 10 royaumes, les ressources naturelles abondantes, incluant même des éléphants. Cette profusion de détails a conduit de nombreux chercheurs à y voir plus qu'une simple invention. L'orichalque notamment, ce métal brillant comme le feu, demeure un mystère, alliage naturel inconnu, invention poétique ou symbole d'une richesse spirituelle perdue. Depuis l'Antiquité, le débat sur la littéralité du récit fait rage. Aristote, disciple de Platon, considérait l'Atlantide comme une fiction, d'autres, comme Cratès de Malos, y voyaient une réalité. La question cruciale demeure: Platon a-t-il embelli un fait historique réel, une catastrophe plus modeste ou plus locale, ou a-t-il créé de toutes pièces ce récit pour servir ses desseins philosophiques, s'inspirant peut-être d'autres mythes de déluge ou de cités perdues? Platon était-il un historien cryptique, un poète inspiré ou un philosophe utilisant la puissance du mythe? Son récit est possiblement une construction littéraire géniale, un mythe philosophique destiné à frapper les esprits. Mais la persistance de cette histoire, son écho dans tant d'autres traditions,
suggère que nous ne sommes éventuellement qu'au seuil d'une compréhension plus profonde. La civilisation minoenne. L'une des hypothèses les plus sérieusement envisagées par les archéologues et les historiens est celle qui lie le mythe de l'Atlantide à l'effondrement de la civilisation minoenne. Centrée sur l'île de Crète, avec des avant-postes comme la ville d'Acrotyrie sur l'île de Théra, l'actuel Santorin, cette culture thalassocratique a dominé la mer Égée durant l'âge du bronze. Vers 1600 avant notre ère, Théra fut le théâtre d'une des plus violentes éruptions volcaniques de l'histoire humaine. La date de Platon, 9600 ans avant son ère, est un obstacle majeur. Cependant, l'archéologue grec Spyridon Marinatos, suivi par d'autres, a suggéré que Solon ou Platon auraient pu mal interpréter un chiffre égyptien, transformant 900 ans avant Solon en 9000. Si l'on corrige cette potentielle erreur de transcription, un simple zéro ajouté par erreur, la date de l'éruption de Théra devient alors compatible. La civilisation minoenne était une puissance maritime sophistiquée, avec des palais complexes comme Knossos ou Phaistos, remarquablement dépourvus de murailles défensives, ce qui suggère une grande confiance en leur flotte, leurs murailles de bois. Leurs fresques dépeignent une société riche, apparemment pacifique, amoureuse de la nature et des jeux, comme le célèbre saut au-dessus du taureau, animal sacré également mentionné par Platon pour l'Atlantide. Acrotyrie, ville extraordinairement conservée sous les cendres volcaniques, révèle une urbanisation avancée avec des maisons à plusieurs étages, des systèmes d'égouts et un art mural d'une finesse exquise. L'éruption de Théra a littéralement pulvérisé une partie de l'île, engendrant un tsunami dont les vagues, estimées à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, ont déferlé sur les côtes de la Crète et de toute la Méditerranée orientale. Cet événement a dû causer des destructions massives, un déclin économique et potentiellement un traumatisme culturel profond, dont le souvenir aurait pu être transmis oralement pendant des siècles pour finalement parvenir, transformé et magnifié, aux oreilles de Solon en Égypte. L'hypothèse minoenne offre une explication rationnelle et documentée à de nombreux aspects du mythe atlante. La Pompéi de l'Égée, Acrotyrie, en est le témoin silencieux. Mais cette théorie, si séduisante soit-elle, suffit-elle à expliquer l'ampleur de la description platonicienne, notamment la localisation au-delà des colonnes d'Hercule et la date si reculée? Ou l'éruption de Théra n'est-elle qu'un des nombreux échos d'une catastrophe encore plus vaste ou plus ancienne? L'océan Atlantique. Si l'on s'en tient à une lecture littérale de Platon, l'Atlantide se trouvait en face de l'embouchure que vous appelez, dites-vous, les colonnes d'Hercule, et était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Cela désigne clairement l'océan Atlantique. De nombreux chercheurs et explorateurs ont donc concentré leurs efforts dans cette vaste étendue d'eau. Les archipels des Açores, des Canaries, de Madère, voire les Bermudes ou les Bahamas, ont été proposés comme les sommets émergés d'une Atlantide engloutie. Ces îles sont d'origine volcanique, situées sur ou près de la dorsale médio-atlantique, une zone d'intense activité sismique. Les légendes locales de certaines de ces îles, comme celle de l'île de San Borondón aux Canaries, une île insaisissable qui apparaît et disparaît au gré des brumes marines, entretiennent le mystère. Le banc de Spartel, un haut fond situé à l'ouest du détroit de Gibraltar, a été identifié comme un candidat potentiel. Des études géologiques, notamment celles menées par le géologue français Jacques Collinat-Girard, suggèrent qu'il aurait pu former une île ou un archipel lors du dernier maximum glaciaire, environ 20 000 ans avant notre ère, lorsque le niveau des mers était inférieur de plus de 120 mètres. Son engloutissement progressif par la montée des eaux post-glaciaires pourrait correspondre au mythe. D'autres zones comme le Doggerland en mer du Nord, bien que non directement atlantique, illustrent le concept de terres habitées, aujourd'hui submergées, dont le souvenir aurait pu nourrir de telles légendes. L'océan Atlantique est immense et profond. La tectonique des plaques, avec l'expansion des fonds océaniques le long de la dorsale médio-atlantique, rend improbable la submersion d'un continent entier en quelques milliers d'années.
Cependant, des effondrements locaux de grandes îles volcaniques, des glissements de terrain sous-marins massifs, comme celui de Storegga en Norvège, qui provoqua un tsunami dévastateur, ou des affaissements dus à l'activité sismique sont des phénomènes connus et pourraient avoir anéanti des zones côtières ou des îles de taille significative. Les Bimini Road aux Bahamas, ces formations rocheuses rectilignes sous-marines, ont longtemps alimenté les spéculations, bien que la plupart des géologues les considèrent aujourd'hui comme des formations naturelles de beach rock. L'immensité de l'Atlantique continue de défier les explorateurs. Si des vestiges de l'Atlantide y reposent, ils sont probablement enfouis sous des couches de sédiments, à des profondeurs rendant leur découverte et leur étude extrêmement ardue. L'océan garde ses secrets avec une jalousie farouche. Est-ce une piste qui s'est refroidie avec le temps, ou la vérité attend-elle simplement des technologies d'exploration plus avancées pour être révélée ? L'Antarctique, l'enfer de glace. Changeons radicalement de latitude pour explorer une théorie qui a captivé l'imagination populaire. Et si l'Atlantide, ou du moins une civilisation avancée contemporaine, se trouvait sous l'épaisse calotte glaciaire de l'Antarctique ? Cette idée audacieuse, principalement associée à l'historien américain Charles Hapgood et popularisée par des auteurs comme Graham Hancock, s'appuie sur l'interprétation de cartes anciennes et sur une théorie géologique controversée. Au cœur de cette théorie se trouvent des cartes comme celle de l'amiral turc Piri Reis de 1513 ou celle d'Orontes Finaeus de 1531. Ces cartes, prétendument copiées de sources bien plus anciennes, dépeindraient le continent antarctique avec une précision surprenante, notamment ses côtes et ses chaînes de montagnes, mais avant qu'il ne soit recouvert de glace. Comment une telle connaissance aurait-elle pu exister à une époque où l'Antarctique était officiellement inconnue et réputée inaccessible ? Hapgood a soutenu que ces cartes anciennes témoignaient de l'existence d'une civilisation maritime mondiale capable de cartographier la planète entière, bien avant les grandes découvertes. Pour expliquer comment l'Antarctique aurait pu être habitable, Hapgood a proposé sa théorie du déplacement de la croûte terrestre. Selon lui, la lithosphère entière, la croûte terrestre, pourrait occasionnellement glisser sur le manteau visqueux sous-jacent, un peu comme la peau d'une orange qui glisserait sur sa pulpe. Un tel événement aurait pu déplacer l'Antarctique de latitude plus tempérée vers sa position polaire actuelle en quelques milliers d'années, provoquant sa glaciation rapide et l'anéantissement de toute civilisation qui s'y serait développée. Albert Einstein lui-même a préfacé l'un des livres de Hapgood, trouvant l'idée initialement intrigante, bien que la géologie moderne ne valide pas ce mécanisme à grande échelle et sur une période aussi brève. Dans la préface du livre « Les mouvements de l'écorce terrestre », publié en 1958, Einstein explique avoir été électrisé par la première communication reçue de Hapgood, trouvant son idée originale et potentiellement d'une grande importance pour la compréhension de l'histoire de la surface terrestre. Les relevés radars et satellitaires modernes ont dévoilé un paysage complexe sous la glace antarctique, des chaînes de montagnes gigantesques comme les monts Gamburtsov, de vastes lacs subglaciaires tels le lac Vostok, et même des anomalies magnétiques ou des structures géométriques qui alimentent les spéculations. Bien que la plupart de ces découvertes aient des explications géologiques conventionnelles, certains y voient des indices potentiels d'une activité ancienne, voire de vestiges. La découverte en 2016 d'une vaste structure circulaire sous la glace de la Terre de Wilkes, interprétée comme un cratère d'impact datant d'environ 250 millions d'années, a relancé l'intérêt. Bien que sa datation ne corresponde évidemment pas à l'Atlantide, l'Antarctique demeure l'un des derniers grands mystères de notre planète. L'idée d'une civilisation florissante, aujourd'hui prisonnière des glaces, est d'une puissance romanesque indéniable. Si cette théorie reste en marge de la science orthodoxe, elle nous force à considérer que notre connaissance du passé de la Terre est peut-être incomplète et que des surprises de taille pourraient encore nous y attendre. Quelles vérités insoupçonnées dorment encore sous ces kilomètres de glace ? L'œil du Sahara.
quittons les glaces polaires pour les sables brûlants du Sahara. En Mauritanie, une formation géologique circulaire, la structure de Richa, également connue sous le nom de œil du Sahara ou Guelb et Richa, présente une ressemblance si frappante avec la description platonicienne de la capitale de l'Atlantide qu'elle en est devenue une candidate sérieuse pour certains chercheurs indépendants. La structure de Richa est une formation de dômes érodés, composée d'anneaux de roches sédimentaires résistantes, des quartzites, alternant avec des dépressions formées de roches plus tendres. Elle possède plusieurs anneaux concentriques et son diamètre extérieur est d'environ 40 à 50 km. Certains y voient une correspondance avec les canaux et les enceintes de terre décrits par Platon, qui mentionne une cité centrale entourée de 3 anneaux d'eau et 2 de terre. Des calculs basés sur les stades, l'unité de mesure grecque utilisée par Platon donne des dimensions compatibles avec Richa, bien que la valeur exacte du stade platonicien soit elle-même sujette à débat. La communauté scientifique considère majoritairement Richa comme une structure naturelle, un dôme volcanique avorté et profondément érodé, un anticlinal érodé. Cependant, des partisans de l'hypothèse atlante soulignent la présence d'outils acheléens préhistoriques dans la région, indiquant une occupation humaine ancienne. Ils questionnent également l'absence de roches volcaniques typiques au centre de la structure et la régularité presque parfaite de certains anneaux, qui semblent défier une pure formation naturelle. L'argument principal reste cette similitude visuelle déconcertante. Des traces d'anciens réseaux hydrographiques, des rivières et des lacs ont été détectés autour de Richa, suggérant un environnement bien plus hospitalier dans un passé lointain. Platon décrit une Atlantide engloutie par les flots, Richa est en plein désert. Cependant, le Sahara a connu des périodes humides, le fameux Sahara vert. Une catastrophe, séisme majeur, changement climatique brutal, aurait pu modifier radicalement l'environnement, assécher les sources d'eau ou provoquer un ensablement. De plus, si l'Atlantide était un empire, Richa aurait pu être sa capitale intérieure et non une île au sens strict, Platon utilisant peut-être le terme neuzo, île, de manière plus large pour terre ou territoire. Sa position est au sud des colonnes d'Hercule, ce qui n'est pas en contradiction directe si l'on considère un empire s'étendant au-delà de l'océan vers l'Afrique. L'œil du Sahara est une énigme géologique d'une beauté saisissante. Son alignement avec certains détails de la description platonicienne est-il une coïncidence extraordinaire, ou le vestige monumental d'une cité qui aurait vu le Sahara verdoyant avant de sombrer dans l'aridité? C'est une théorie qui stimule l'imagination et invite à regarder le désert avec un œil neuf. La théorie d'une culture globale. Et si l'Atlantide n'était pas à chercher en un lieu unique et circonscrit, mais représentait plutôt le souvenir fragmenté d'une civilisation mère, une culture globale, technologiquement et spirituellement avancée, qui aurait prospéré bien avant l'aube de nos histoires officielles? Une sorte de chaînon manquant de l'évolution des sociétés humaines. La découverte de Göbekli Tepe en Turquie, un complexe mégalithique monumental, daté d'environ 11 600 ans, contemporain de la date platonicienne pour la chute de l'Atlantide, érigé par ce que l'on supposait être des chasseurs-cueilleurs nomades, a bouleversé notre compréhension de la préhistoire. Comment une société prétendument simple a-t-elle pu organiser et réaliser de tels travaux? D'autres sites, comme Pumapunku en Bolivie avec ses blocs de diorite et d'andésite d'une précision d'usinage stupéfiante, ou les fondations mégalithiques de certains temples égyptiens et de Baalbek au Liban, suggèrent des savoir-faire qui semblent anachroniques pour leur époque supposée. Comment expliquer les similitudes dans les techniques de construction mégalithiques, tels ces polygones irréguliers parfaitement ajustés que l'on retrouve de l'Égypte au Pérou, les orientations astronomiques précises de nombreux sites anciens à travers le globe, ou la présence de connaissances mathématiques et géodésiques avancées comme la possible connaissance des dimensions exactes de la Terre dans des cultures que l'on pensait isolées? L'hypothèse d'une civilisation mère propose que ces savoirs seraient l'héritage diffus d'une source commune transmis par les survivants d'un cataclysme. Les mythes du déluge se retrouvent dans presque toutes les cultures du monde, avec des détails souvent étrangement similaires.
De même, les figures de héros civilisateurs, comme Quetzalcoatl en Mésoamérique, Viracocha dans les Andes, Osiris en Égypte, généralement décrits comme venant de la mer ou du ciel, après une grande catastrophe pour réenseigner les arts de la civilisation, pourraient être des échos de ces survivants porteurs de connaissances. Dans cette perspective, l'Atlantide ne serait pas tant une île géographique qu'un concept, le symbole d'une humanité avancée, peut-être plus unifiée et spirituellement connectée que la nôtre, dont la disparition aurait marqué une rupture, un âge d'or perdu. Cette théorie invite à une réécriture audacieuse de notre lointain passé, suggérant que les civilisations historiques ne sont peut-être pas les premières, mais les héritières d'un cycle antérieur. Sommes-nous les descendants amnésiques d'un monde oublié ? La théorie des anciens astronautes. Poussons plus loin les frontières de la spéculation. Et si l'avancement prodigieux de l'Atlantide, ses connaissances et ses technologies décrites par Platon n'étaient pas le fruit d'une évolution purement humaine, mais le résultat d'une intervention ou d'une origine extraterrestre ? La description platonicienne d'une technologie atlante maîtrisant des forces inconnues, l'utilisation de l'orichalque aux propriétés singulières, la possible existence de machines volantes ou d'armes redoutables. Pour les tenants de la théorie des anciens astronautes, ces éléments suggèrent une origine non terrestre ou du moins une contamination technologique par une civilisation stellaire. Des connaissances astronomiques précises, comme la compréhension de la précession des équinoxes, des savoirs mathématiques avancés tels que pi ou le nombre d'or, ou des techniques architecturales sophistiquées comme la construction antisismique, présentes dans certaines cultures anciennes, sont également parfois attribuées à une telle influence extérieure. Des auteurs comme Erich von Däniken ou Zecharia Sitchin ont popularisé l'idée que des intelligences extraterrestres auraient visité la Terre dans un lointain passé, intervenant dans l'évolution humaine, parfois par hybridation génétique, fondant des colonies, dont l'Atlantide aurait pu être un centre majeur et étant vénérée comme des dieux par les populations primitives. Les mythes de création sumériens, parlant des Anunnaki, ceux qui du ciel sur la terre sont venus, les dieux égyptiens descendus du ciel, ou les figures mésoaméricaines comme Quetzalcoatl arrivant des étoiles, sont réinterprétés sous cet angle. Certains objets hors de leur temps, les Opart, comme la fameuse pile de Bagdad, le mécanisme d'Anticythère, bien que ce dernier soit de mieux en mieux compris comme une prouesse purement grecque, mais témoignant d'un niveau technologique insoupçonné, ou des sphères métalliques gravées trouvées dans des couches géologiques très anciennes, sont parfois présentés comme des preuves de technologie avancée oubliée, potentiellement d'origine extraterrestre. Les immenses et énigmatiques lignes de Nazca au Pérou, visibles uniquement du ciel, sont aussi souvent citées comme de possibles pistes d'atterrissage ou des messages destinés à des observateurs célestes. Cette théorie, bien que largement en dehors du consensus scientifique, exerce une fascination considérable car elle touche à des questions existentielles, notre place dans l'univers, la possibilité de vie ailleurs et l'éventualité de contacts passés. L'Atlantide, dans ce scénario, deviendrait le témoignage d'une histoire cosmique dont nous aurions perdu la mémoire. Une perspective qui, si elle s'avérait, redéfinirait radicalement notre identité en tant qu'espèce. Et si nos plus anciens dieux n'étaient que les souvenirs déformés de visiteurs venus d'ailleurs ? Une fiction littéraire ? Et si, après toutes ces explorations exotiques, la solution la plus simple était la bonne ? Si l'Atlantide n'avait jamais été qu'une pure création de l'esprit fertile de Platon, une fiction littéraire et philosophique conçue pour servir un propos bien précis, c'est la position majoritaire au sein de la communauté universitaire. Dans ses dialogues, Platon explore la nature de la justice, de l'état idéal et des dangers qui menacent la cité. L'Atlantide, avec sa grandeur initiale issue d'une lignée divine, celle de Poséidon, puis sa corruption progressive par l'avidité et l'ambition humaine, servirait de contre-modèle parfait à une Athènes primitive et mythique, dépeinte comme l'incarnation des vertus civiques et de la résistance face à la tyrannie. Le récit de la guerre entre cette Athènes originelle et l'Atlantide
deviendrait ainsi une parabole sur la victoire de la vertu sur la décadence, de la modération sur l'hybris. En créant ce mythe, Platon aurait pu vouloir mettre en garde ses contemporains athéniens contre les dérives impérialistes et la décadence morale qu'il observait dans sa propre cité après les ravages de la guerre du Péloponnèse. L'Atlantide serait alors un miroir tendu à Athènes, une sorte de roman à clé philosophique dont la chute spectaculaire sert d'avertissement solennel contre l'oubli des principes fondateurs. Malgré des siècles de recherche et de spéculation, aucune preuve archéologique irréfutable de l'existence physique de l'Atlantide n'a jamais été découverte. De plus, aucune mention de l'Atlantide n'existe dans des textes antérieurs à Platon, ni chez les auteurs grecs contemporains ou postérieurs qui n'y font pas directement référence en tant que création platonicienne. Pour de nombreux universitaires, ce silence assourdissant est la preuve la plus éloquente de sa nature fictive. Cette interprétation, bien que la moins romanesque, est intellectuellement solide et cohérente avec l'ensemble de l'œuvre de Platon. Elle fait de l'Atlantide non pas un lieu perdu, mais une idée intemporelle sur la condition humaine et les cycles de grandeur et de décadence des civilisations. Mais cette rationalité suffit-elle à éteindre la fascination universelle pour ce nom ? Ou est-ce que l'archétype de la civilisation perdue, si brillamment mise en scène par Platon, touche une corde plus profonde en nous, une mémoire collective d'autres possibles, un regret ancestral d'une harmonie brisée ? Un univers parallèle ? Et si l'énigme de l'Atlantide ne résidait pas dans sa localisation géographique, mais dans sa position temporelle ou dimensionnelle ? Osons une incursion dans les domaines où la physique de pointe rencontre la métaphysique la plus audacieuse. L'Atlantide aurait-elle pu être déplacée hors de notre réalité perceptible ? Des théories comme celle des cordes, des supercordes ou du multivers postulent l'existence de dimensions supplémentaires ou d'univers parallèles au nôtre. L'Atlantide aurait-elle pu être victime d'un phénomène naturel cataclysmique lié à des anomalies gravitationnelles, des fluctuations du vide quantique ou d'une expérience technologique ayant mal tourné, maîtrise d'énergies exotiques, tentative d'ouverture de portails interdimensionnels qui l'aurait fait basculer dans une autre dimension ou dans une boucle temporelle. De nombreuses traditions mystiques et écoles ésotériques, de la théosophie à l'anthroposophie et certains courants New Age, parlent de civilisations antérieures comme la Lémurie ou l'Atlantide, ayant atteint des niveaux de conscience supérieurs et maîtrisé des énergies subtiles. Pour ces courants, l'Atlantide ne serait pas tant une réalité physique perdue qu'un état vibratoire, un plan d'existence accessible non par l'archéologie, mais par la méditation, la projection astrale ou d'autres états de conscience modifiés. Des figures comme Edgar Cayce, le prophète dormant, ont donné des lectures détaillées sur l'Atlantide, la décrivant comme une civilisation technologiquement avancée, utilisant notamment de puissants cristaux d'énergie pour des applications variées, mais dont l'abus aurait conduit à sa perte. Si l'Atlantide a effectivement disparu de notre plan de réalité tangible, cela expliquerait l'absence totale de ruines physiques incontestables, malgré l'ampleur de la civilisation décrite. Elle existerait, mais ailleurs ou sur une autre fréquence. Le mythe persistant serait alors une sorte de mémoire akashique ou un écho psychique de cette réalité disparue, captée par les sensitifs ou transmis à travers l'inconscient collectif. Cette théorie nous propulse aux confins de la science connue et du mysticisme. Elle est, par nature, difficilement vérifiable par les méthodes scientifiques conventionnelles. Néanmoins, elle offre une réponse élégante à la question lancinante de la disparition totale d'une civilisation prétendument si puissante. L'Atlantide, plus qu'un lieu, serait un état, un rêve collectif ou une réalité alternative qui continue de nous interpeller depuis les limbes de l'espace-temps. Serait-il possible que certaines légendes ne soient pas des souvenirs du passé, mais des échos d'un présent parallèle ? Pulvérisé par un astéroïde ? Pour clore ce panorama des théories atlantes, revenons à un scénario de catastrophe naturelle, mais d'une échelle qui dépasse l'imagination. Et si la fin de l'Atlantide, et potentiellement d'autres civilisations avancées de cette époque,
avait été provoqué par un événement cosmique, tel que l'impact d'une comète ou d'un astéroïde. Il y a environ 12 800 ans, la Terre, qui sortait lentement de la dernière période glaciaire, a replongé brutalement dans des conditions quasi-glaciaires pendant plus d'un millénaire. C'est l'événement du Younger Dryas. Un nombre croissant de scientifiques, regroupés au sein du Comet Research Group, soutient que cet événement a été déclenché par l'impact ou l'explosion aérienne de multiples fragments d'une grande comète désintégrée, probablement sur la calotte glaciaire Laurentidienne en Amérique du Nord. La date de cet événement coïncide de manière frappante avec la date donnée par Platon pour la destruction de l'Atlantide, environ 9600 ans avant son ère, ce qui correspond à il y a environ 11 600 ans avant aujourd'hui, marquant précisément la fin du Younger Dryas et le début de l'Holocène, notre ère géologique actuelle. Un tel impact aurait eu des conséquences apocalyptiques: séismes d'une magnitude inégalée, éruptions volcaniques en chaîne, méga-tsunamis balayant les littoraux sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres, incendies de forêt à l'échelle continentale dus aux retombées d'éjectats incandescents, et un hiver d'impact obscurcissant le soleil pendant des années. Cela correspondrait parfaitement à la description platonicienne d'une Atlantide disparaissant en un seul jour et une seule nuit funeste. Une civilisation côtière avancée, même un empire, aurait été littéralement rayée de la carte. Les partisans de cette théorie pointent vers une couche noire, la Black Mat, retrouvée sur de nombreux sites archéologiques et géologiques en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs, datant du début du Younger Dryas. Cette couche contient des anomalies géochimiques significatives, des nanodiamants formés sous haute pression et température, des sphéroules de carbone et magnétiques, des pics d'iridium et de platine, des éléments rares sur Terre mais abondants dans les corps extraterrestres, et du verre fondu. Ces éléments sont considérés comme des signatures d'un impact cosmique. Les mythes de déluge et d'incendies mondiaux, si répandus à travers les cultures, pourraient être l'écho traumatique de cet événement dévastateur, un cataclysme venu des étoiles. Cette théorie offre une explication cohérente, scientifiquement plausible et d'une ampleur suffisante pour justifier la disparition soudaine et totale d'une civilisation, ainsi que la réinitialisation culturelle observée à la fin du Pléistocène, qui vit également l'extinction de la mégafaune. L'Atlantide, sous cet éclairage, ne serait qu'une des nombreuses victimes d'un drame qui a remodelé la face de notre planète et le cours de l'histoire humaine. Avons-nous frôlé l'extinction il y a seulement quelques millénaires ? 10 théories, 10 portails ouverts sur des mondes oubliés, des interprétations qui nous confrontent à l'immensité de notre ignorance autant qu'à la puissance de notre imagination. De la fable philosophique à la catastrophe cosmique, de la crête minoenne aux confins de l'espace-temps, l'Atlantide demeure ce miroir aux multiples facettes où l'humanité projette ses peurs, ses espoirs et son éternelle quête de sens et d'origine. Ce qui se dessine au terme de ce voyage, ce n'est pas une réponse unique et définitive, mais une appréciation plus profonde de la complexité du réel et de la richesse des récits que nous construisons pour le comprendre. L'Atlantide, qu'elle ait été une réalité tangible, une allégorie profonde ou une combinaison des deux, agit comme un ferment intellectuel, un catalyseur qui nous pousse à interroger sans cesse les fondations de notre savoir, à défier les orthodoxies et à penser en dehors des cadres établis. Alors, quelle est la théorie qui a le plus fait écho en vous ? Quelle perspective nouvelle a-t-elle ouverte ? Ou une intuition, une piste différente à partager ? L'espace des commentaires est le vôtre, un lieu d'échange et de co-création où cette exploration peut se poursuivre. Votre discernement et vos contributions sont essentiels à cette quête collective.